Alors, le cas du boson de Higgs est intéressant parce que lui, il vient défaire une association qu'on a tous apprise à l'école, qui date de Newton. C'est l'identification que nous faisons quasiment automatiquement entre le concept de masse et le concept de matière, et même le concept de substance. C'est-à-dire, dans notre esprit, de la masse qui ne serait pas incarnée en des particules, c'est absurde. De la même façon, des particules de matière qui ne seraient pas massives, c'est absurde. Donc, dans notre esprit, masse, matière, substance forment une espèce de continuum ontologique par lequel nous associons de façon irrépressible ces trois notions. Et ce que montre le boson de Higgs, c'est qu'on s'est trompé. C'est qu'on s'est trompé, c'est-à-dire ces notions ne sont pas connectées aussi fortement qu'on l'avait pensé. Donc, comment expliquer l'affaire rapidement ? En gros, dans les années 60, on comprend qu'on peut décrire les interactions fondamentales, sauf la gravitation, par des théories quantiques, qui s'appellent des théories de jauge, dans lesquelles on associe un groupe de symétrie mathématique à chacune des interactions. Donc on prend une force, la force électromagnétique, on lui associe un groupe mathématique, le groupe des nombres complexes de module 1, U de 1, pour ceux qui s'en souviennent. Et à partir du seul fait d'avoir identifié ou choisi ce groupe, la théorie détermine complètement la structure de l'interaction. Donc, il faut choisir le bon groupe. Une fois qu'on l'a trouvé, on retrouve, en l'occurrence, les équations de Maxwell. Pour l'interaction nucléaire faible, qui est responsable de la radioactivité bêta, c'est un autre groupe qui s'appelle SU2, peu importe ce qu'il désigne, on a un groupe. Pour l'interaction nucléaire forte, on a un troisième groupe. Et ça a marché magnifiquement au sens où ce modèle standard, comme on l'appelle, rendait compte de tous les résultats expérimentaux qui étaient de plus en plus nombreux à l'époque, puisqu'on avait les accélérateurs européens au CERN, mais également les accélérateurs américains à Fermilab, à Stanford ou ailleurs, et les accélérateurs soviétiques qui étaient eux aussi très performants. Et on avait donc une très grande confiance dans ce modèle théorique qui était tout neuf et qui, malgré son jeune âge, avait une efficacité extraordinaire pour rendre compte des résultats expérimentaux. Ça va amener à l'hypothèse des quarks et à toutes ces choses que vous connaissez sans doute. Mais en 1964, il y a des physiciens qui ont regardé ce que seraient les implications du modèle standard. C'est-à-dire, si le modèle standard était la bonne théorie, qu'est-ce que ça impliquerait pour la masse des particules ? Et à leur grande surprise, ils ont constaté que si ces équations étaient vraies, alors les particules élémentaires devraient toutes avoir une masse nulle. Comme le photon. Alors, le photon, ce n'est pas une particule de matière, mais... Or, les électrons n'ont pas une masse nulle, les quarks, dont on ne parlait pas encore à l'époque, n'ont pas une masse nulle, les neutrinos n'ont pas une masse nulle, et puis les particules qui médiatisent les forces n'ont pas non plus une masse nulle. Les bosons intermédiaires qui médiatisent l'interaction nucléaire faible sont très massifs. Et donc il y avait une contradiction entre les faits, les mesures, les observations, et puis la théorie. Et nous qui sommes ingénieurs, en tout cas de formation, qui sommes des gens qui ont l'esprit pratique et qui tiennent compte des faits, quand on est devant une telle situation, notre premier réflexe, c'est de dire la théorie s'est plantée. C'est les faits qui sont l'ingrédient primitif de la science et on doit les respecter. Et il y a 3 physiciens qui se sont souvenus de Galilée à ce moment-là et qui se sont souvenus que Galilée avait démontré par ses résultats sur la chute des corps que finalement, les lois physiques sont des lois qui disent le contraire de ce qu'on observe. Parce que ce qu'on observe, c'est que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est la loi d'Aristote. Et Galilée arrive et se pose la question de savoir si cette loi est vraie. Et pour la vérifier, il ne monte pas au sommet de la tour de Pise, ça c'est une légende positiviste. Il fait une expérience de pensée. C'est-à-dire, il imagine qu'Aristote a raison. Et il montre que si Aristote a raison, alors on aboutit à des contradictions insurmontables. Et la contradiction, c'est très simple. C'est d'ailleurs un article génial de Galilée, que personne ne lit, mais que je donne à lire aux étudiants de Centrale. Vous prenez une bouteille qui est plus massive qu'un stylo. Donc d'après Aristote, si vous laissez tomber les deux en même temps, c'est la bouteille qui va toucher le sol en premier, et c'est effectivement ce qui se passe. Maintenant, vous prenez les deux objets, vous les connectez par une ficelle. Donc ça forme un ensemble qui est plus lourd que la bouteille d'eau toute seule. Donc d'après Aristote, cet ensemble va tomber plus vite que la bouteille seule. Mais en même temps, pendant la chute, le stylo qui tombe moins vite va tendre la corde, ça va faire parachute,
et l'ensemble va tomber moins vite que la bouteille toute seule. Il y a une contradiction. Comment résoudre la contradiction? En disant que tous les corps tombent à la même vitesse, mais que quand vous faites une expérience de chute des corps, il y a une autre force que la gravité, qui est la résistance de l'air, qui, elle, freine davantage le stylo que la bouteille. Et donc, Galilée oblige à une réinterprétation des faits, parce qu'il croit à une loi qui n'est pas visible directement dans l'observation des corps qui tombent. D'ailleurs, la chute des corps a pour anagramme hors du spectacle. Ça veut dire que la loi de la chute des corps, on ne peut pas la voir en regardant ce qui se passe. Il faut expérimenter, il faut théoriser et expérimenter pour découvrir des lois physiques qui sont cachées. Et les 3 physiciens dont je parlais tout à l'heure se sont rappelés ça. Alors leur nom, c'est Peter Higgs, François Englert, qui est toujours vivant, et Robert Brout, qui est décédé il y a quelques mois. Ils se sont rappelés de Galilée, d'ailleurs dans leurs articles, ils parlent de Galilée en 64, et ils disent peut-être que les équations du modèle standard ont raison. Mais nous, physiciens, nous avons mal compris ce qu'est la masse. Et donc ils ont pris au sérieux ces équations, et ils ont publié indépendamment 2 articles, qui sont en fait 2 lettres d'une page et demie, en août 64, dans lesquels ils montrent qu'en introduisant un champ supplémentaire, qu'on va appeler le champ de Higgs, qui est censé habiter tout l'espace, donc remplir le vide en quelque sorte, on peut comprendre comment les particules qui n'ont pas de masse ont acquis de la masse. Et du coup, le statut de la masse change complètement. La masse n'est plus une propriété des particules qu'elles porteraient en elles-mêmes, qui serait une sorte de propriété intrinsèque, mais ça devient une propriété secondaire qui résulte de l'interaction des particules sans masse avec le vide qui n'est pas vide. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Il y a ce champ. Et ce champ, alors c'est pas un éther comme l'éther luminifère, c'est un champ qui est partout présent, qui est homogène, la même valeur partout, uniforme, scalaire, c'est-à-dire qu'il est décrit par un nombre réel tout simple. C'est le plus bête des champs. Et l'idée, c'est que ce champ peut être comparé à un champ de neige, si vous voulez, c'est de la neige. Bon. Et les particules qui sont sans masse interagissent plus ou moins avec ce champ. Et donc, il faut imaginer que les particules n'ont pas de masse, mais elles ont des skis, et ces skis sont plus ou moins bien fartés. Celles qui sont très bien fartées, qui ont des skis très bien fartés, glissent sans frottement, et nous qui les regardons, nous disons qu'elles ont une masse nulle, et nous les voyons se propager à la vitesse de la lumière. Et celles qui ont des skis mal fartés frottent, nous leur attribuons une masse non nulle, et nous les voyons aller moins vite que la lumière. Et donc, dans cette conception, la masse, c'est simplement une mesure de la mauvaise qualité du fartage. D'accord ? Si le fartage est très mauvais, la masse est élevée. Si le fartage est très bon, la masse est faible. Alors ce champ, il est quantique. Comme tous les champs quantiques, il est quantifié. Et donc ces 3 chercheurs ont prédit l'existence de quanta associés à ce champ, qu'on a appelé les bosons de Higgs, qu'on appelle maintenant plutôt les bosons de Higgs, Englert et Brout, parce qu'en fait les 3 sont associés dans la même découverte.